Bonjour, c'est Lionel, votre animateur sur Radio Ems pour la Zig dans la sauce. Le principe de l'émission, il est simple. Tout comme moi, vous aimez la musique? Pour la pratiquer ou simplement l'écouter, nous ne sommes pas en dehors de la société, mais en plein dedans. Cette musique nous accompagne partout et dans toutes nos expériences de vie. Je veux pour preuve notre invité du jour, donc notre sujet du jour. Avant tout, n'oubliez pas de télécharger l'appli Radio Ems et je remercie Franck à la technique. Le sujet, c'est l'AVC et ses conséquences. Je rappelle, même si maintenant nous savons plus de choses, que c'est un accident vasculaire cérébral. En France, on en dénombre 150 000 par an. On peut donner comme symptômes perte, baisse ou anomalie brutale de la vision d'un œil ou des deux yeux, déformation du visage, difficulté pour parler, faiblesse ou paralysie d'un bras et ou la jambe d'un côté du corps. Un AVC, on en a à tout âge, c'est aussi la première cause de handicap chez l'adulte. Deux grands types d'AVC, ischémique 85%, hémorragique 15%. Je vous donne des indications, mais pour des informations plus précises, je vous renvoie bien entendu vers des spécialistes. Pour la AVC ischémique, cela est lié à une occlusion artérielle. Le cerveau n'est plus suffisamment irrigué. Les causes, souvent, hypertension ou le diabète. L'AVC hémorragique est lié, comme son nom l'indique, à un saignement. Donc pour toute urgence, n'oubliez pas d'appeler le 15, bien sûr. On arrête là pour les descriptions, car je ne suis pas médecin, mais juste un modeste animateur. Vous allez me dire, et la musique dans tout ça? Eh bien, vous allez comprendre, car mon émission a pour titre l'AVC peut s'accompagner en musique. C'est bizarre? Bah, écoutez la suite. Tout d'abord, grâce à mon invité Antoine Ekimian, il va vous conter son histoire. Je vous promets, restez à l'écoute. Si vous n'êtes pas chamboulé, bah je m'appelle plus Lionel. Alors, maintenant, je vais dire bonjour Antoine. Et moi je vais dire bonsoir Lionel. Oui, t'as raison, bonsoir. À cette heure-là, on peut dire bonsoir. Alors, ok, il commence. Je suis très heureux de vous recevoir et vous allez nous parler de votre expérience. Et si vous le voulez bien, tout d'abord, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, on peut se tutoyer, je pense Lionel, surtout qu'on a déjà joué ensemble. Voilà, d'accord, mais bon, on va pas leur faire la blague aux auditeurs, d'accord. Alors, je te laisserai donc la parole. Donc, dans un premier temps, tu raconteras malheureusement cet accident, cet AVC. Hein? D'accord. Et ensuite, après une pause, puisque on a l'honneur de t'avoir aussi en tant que guitariste, tu nous joueras un live et tu vas, grâce à cette musique, nous expliquer comment tu t'es reconstruit. Est-ce que c'est ok pour toi? C'est ok, c'est tout à fait clair. Pour Franck à la technique, tout va bien. Alors, donc c'est ok. On va faire tout de suite un petit jingle et puis je laisse la parole à notre cher invité. C'est avec parti, plaisir. oui, un petit jingle. Jingle. Allez, c'est parti. Ok, alors rendez-vous avec Monsieur Antoine. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce qui t'est arrivé? Tout à fait. Alors, il y a un symptôme que tu as omis de citer tout à l'heure. Dis-nous. C'est par rapport aux AVC hémorragiques, comme j'ai eu. Oui. C'est des mal de tête. Des maux de tête, oui. Des maux de tête, pardon. Non, c'est pas grave. C'est des maux de tête à faire pleurer, au fait. C'est des maux de tête extrêmement violents qu'on peut avoir quelque temps auparavant d'avoir un AVC hémorragique, comme ça m'est arrivé. Et ça, généralement, quand ça arrive, ce sont des maux de tête qui font qu'on se pose vraiment beaucoup de questions. Donc, moi, j'avais questionné mes proches, mais on était passé à côté. Et le dernier mot de tête que j'ai eu, c'est celui qui m'a mis à terre. D'accord. Mais heureusement, comme tu l'as dit, c'est le SAMU qu'il faut appeler. Et c'est le SAMU qui m'a sauvé la vie. Les personnes qui étaient à côté de moi ont commencé par appeler les pompiers. Et là, une personne qui était un peu plus loin s'est précipitée et a dit non, c'est le SAMU. Là, c'est un AVC. J'ai déjà vu quelqu'un avoir ça. Et donc, ça se joue à la minute. Et effectivement,
ça se joue à la minute. C'est ce que m'a répété le médecin qui m'a embolisé en urgence. Quand je suis arrivé à la Riboisière, quelques temps après, il me l'a expliqué. Sur le coup, évidemment, j'étais dans le coma, donc j'avais pas la moindre explication qui pouvait m'atteindre. Voilà, alors il m'a embolisé en urgence. Ça veut dire qu'il a rebouché toutes les parties qui étaient susceptibles d'avoir fait l'anévrisme. Donc c'était des petits vaisseaux qu'il repérait dans une malformation, qui s'appelle une malformation artério-veineuse. Et dans cette malformation, il pouvait uniquement voir les endroits qui étaient mal formés, mais pas l'endroit d'où ça saignait. Du coup, ils y vont un petit peu à l'aveugle, et puis il a réussi à trouver où ça saignait au final, par un petit coup, je dirais, de Dieu. Moi, je considère que Dieu existe, je suis très croyant maintenant, alors après, on l'est ou on l'est pas, moi ça ne me gêne absolument pas. Mais en tout cas, je fais toujours, tous les jours un clin d'œil, et je dis merci chaque jour, merci. D'accord. Et il me semble que tu as eu un coma qui était quand même important. Est-ce que tu peux nous en parler, dire c'était combien de temps et tout ça? Alors j'ai fait 3 semaines de coma après qu'il m'ait embolisé parce que mon cerveau était rempli de sang et du coup il y avait une pression intracrânienne qui était trop forte et du coup moi c'était impossible que je me réveille. Et là, le problème, c'était que j'étais pas encore sorti d'affaire puisque, avec une pression intracrânienne forte, les neurones se font écraser un par un, et donc du coup, on a encore la possibilité de mourir. Donc c'est un petit peu la course à qui arrivera en premier, c'est-à-dire l'écrasement des neurones ou alors la trépanation qu'on m'a fait dans la tête pour faire sortir le sang d'urgence de façon à ce que la pression baisse. Entendu. Maintenant, après, puisque j'ai donné des chiffres, donc c'est un petit peu froid, etc. Donc grâce à toi, on va humaniser tout ça. Comment ça se passe une fois qu'on a eu 3 semaines de coma? Bon, ça peut paraître bizarre comme question, mais c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Alors, comment ça se passe? Après 3 semaines de coma, on ne comprend rien du tout. Pour avoir une idée, après 3 semaines de coma, je me suis réveillé dans un lit. Je ne savais pas où j'étais. Je faisais 50 kilos et je ne me rendais compte de rien. Je voyais juste ce qu'il y avait autour de moi. J'avais plus la petite voix dans ma tête. J'étais incapable de me poser une question, de verbaliser ce qui se passait. Je pouvais juste être spectateur. Et puis pas le moyen non plus de prendre la moindre décision. Je ne pouvais plus marcher. Et j'étais relié à, je sais pas, une dizaine de tuyaux qui me sortaient des bras ou différents endroits, parce qu'il faut évidemment aussi évacuer les excréments. Donc, je vous laisse imaginer, c'est un peu étrange de se réveiller dans ce lit froid, de voir ces murs autour de soi et de ne pas savoir du tout où on est. D'accord. Non seulement savoir où on est, mais au niveau de la mémoire, c'était comment ? Alors, au niveau de la mémoire, je me suis pas posé la question puisque la seule chose pour laquelle je me posais une question, c'était de savoir qu'est-ce que je faisais là, dans un premier temps. C'est vraiment la chose que je regardais tout autour. J'essayais de reconnaître quelque chose pour me rattacher à quelque chose que je connaissais, mais sans y arriver. D'accord. Et tu étais entouré, il me semble, d'après ce que tu m'avais déjà dit, que il y avait une grande importance de ton papa qui t'a quand même donné quelques éléments. Énorme importance de mon père et de ma mère, d'ailleurs les deux, oui, et toute la famille, les amis. Il faut savoir aussi que quand une personne est dans le coma, il faut vraiment absolument aller la voir, parce que c'est le personnage qu'on aime, les personnes qu'on aime, qui sont autour de nous, qui nous font revenir au final. On n'a pas conscience forcément puisqu'on est dans le coma, mais toutes ces personnes qui sont là, qui vous tiennent la main, qui vous disent des mots, vous rattachent à la vie, parce que sinon on redescend pas quelque part. Donc ça a une importance cruciale. Et une fois je me suis réveillé, alors quand je me suis réveillé, les souvenirs que j'ai, je ne voyais personne. Par contre après je voyais toujours quelqu'un, parce qu'il y avait toujours une personne pour m'accompagner, notamment donc mes parents, ma mère, mon père, avec leurs conseils aussi qui m'ont énormément aidé. Conseil de mon père qui était assez drôle d'ailleurs sur le coup, il a réussi à me faire sourire alors que j'avais aucune raison de sourire, en me disant bon,
Maintenant, pour que tu t'en sortes, il va falloir que tu vois les choses en positif. Et ça, je vous assure que ça m'a fait marrer parce que sur le coup, qu'ils me disent ça alors que je fais 50 kilos, que je sais plus marcher, que j'ai des tuyaux partout et que la copine de l'époque m'a quitté à ce moment-là. Donc ça, je lui ai dit, c'est bien. Donne-moi un exemple positif dans ce qui m'arrive et je te transformerai tout en positif. Et là, il a fait très fort, il m'a dit, pas de problème. La chose positive, c'est que ta copine t'a quitté. Je lui ai dit merci. Et là, deuxième sourire. Et je lui ai dit, et en quoi c'est positif? Il m'a dit, c'est facile, elle n'était pas faite pour toi et c'est pas faute d'avoir essayé de te le faire remarquer. Et à partir de là, j'ai tout transformé en positif, comme il m'a dit. Et ça m'a énormément aidé puisque ça a fait travailler le cerveau de façon inhabituelle. Et comme on passe notre temps à entendre des choses négatives, le cerveau n'a pas arrêté de travailler derrière ça. D'accord. Je rappelle que 50 kilos, tu mesures à peu près 1m80, quelque chose comme ça? 1m85. Voilà, alors 50 kilos, je vous laisse imaginer, chers auditeurs, chères auditrices. Oui, alors. Oui, ça fait pas lourd. Là, j'en fais 65 à peu près, et puis on passe son temps à me dire que je fais un peu maigre. Oui, bon, c'est toujours pas 50 kilos. Non. Ça marche. Alors, donc, tu reviens, tu as les conseils de ton père, démarche positive. Et comment ça se passe pour la rémission? Parce que je rappelle que tu ne parles pas. Non. Encore. Là, si, tu comment? Par contre, j'ai plus la voix dans ma tête. J'ai plus la petite voix qu'on a quand on a une mémoire auditive. Oui. Et ça, c'est revenu. Devinez comment? Grâce à la musique. Ah, c'est là que ça commence. Alors, il faut préciser. Est-ce que tu faisais de la musique avant? Oui, ou pas? Je faisais de la musique. J'avais commencé par jouer du piano quand j'étais assez petit. On m'avait mis à cet instrument, mais qui n'était pas tout à fait fait pour moi. J'étais un peu nerveux et la méthode d'apprentissage n'était pas une méthode qui me convenait. Après, mes parents ont été enchantés quand j'ai dit que je voulais faire de la batterie, parce qu'ils se sont dit, tiens, vu que c'est un surexcité, il va pouvoir s'exciter sur sa batterie et faire quelque chose de bien. Ce qui a été le cas, ça a été un instrument qui m'a beaucoup apporté. Et pendant que j'ai commencé à faire de la batterie, il y a une chanson que j'avais en tête et que je voulais absolument jouer, mais que je ne pouvais pas jouer à la batterie. C'était une chanson que mon père nous jouait à la guitare quand on était petits sur notre lit, à mes frères et moi, et qui était une chanson de Graham Allwright, qui est un auteur néo-zélandais, qui a écrit beaucoup de chansons connues, notamment Jolie bouteille, sacrée bouteille, qui est la plus connue, je crois, et qui a écrit une chanson qui s'appelle Ça, je ne l'ai jamais vu, et qui nous faisait marrer, mes frères et moi, et qu'on chantait tout le temps, donc, et c'est pour cette chanson que j'ai appris à jouer de la guitare. J'ai demandé les premiers accords. Pour faire cette chanson, il faut 3 accords. Donc, on est d'accord, ça, c'était avant l'AVC, tout ça? Ça, c'était avant l'AVC, tout à fait. Après l'AVC, il a fallu réapprendre. Alors, comment on réapprend? Du coup, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens se posent la question. Alors, comment on réapprend à jouer de la guitare? On attrape le manche de la guitare. Déjà, on se dit, ça peut aider, oui. Comment est-ce que je la pose sur moi? Ça vient de façon assez naturelle, c'est le côté gestuel. Après, j'avais quelques positions qui sont revenues au niveau des accords, mais je ne savais pas de quel accord il s'agissait. J'avais juste mes doigts qui se repositionnaient de façon un petit peu instantanée. Mécanique. Voilà, de façon mécanique, c'est le terme juste, sur la guitare. Alors après, j'ai fait sonner avec la main droite. Ça sonnait. Et j'ai pu retrouver les premiers accords qui m'ont permis à faire, donc justement, de faire cette fameuse chanson dont je vous parlais tout à l'heure, la chanson de Graham Allwright. Évidemment, c'est pas arrivé d'un coup, d'un seul. J'ai pris la guitare plusieurs fois, j'ai fait sonner les cordes, et au bout d'un moment, c'est revenu. Et c'est particulièrement revenu quand j'ai commencé à réavoir de l'énergie, parce qu'il faut savoir qu'après un AVC, on n'a plus d'énergie du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand vous êtes dans le lit le matin que vous vous réveillez, vous n'avez pas le besoin de vous étirer puisqu'il n'y a pas d'énergie. Donc du coup, vous restez dans le lit, vous vous êtes réveillé, de toute façon, vous dormez pas vraiment. Et quand cette énergie revient, par contre, elle est revenue après quelques mois, je dirais au moins 6 mois après que je sois sorti de l'hôpital. Et bien là, vous avez l'occasion de pouvoir retrouver des sensations au niveau de la musique, au niveau de la guitare, au niveau de la voix, au niveau de tout le monde qui nous entoure finalement.
D'accord. Et la guitare, ok. Et au niveau de la parole, qu'est-ce qu'il en est? Alors au niveau de la parole, c'était correct au niveau de la prononciation. Après les idées, elles étaient vraiment pas très claires. C'est-à-dire que je pouvais dire des phrases et à un moment dans la phrase, je partais complètement en vrille, à droite, à gauche, et puis je revenais sur un sujet sur lequel on m'avait lancé. Et puis j'oubliais le sujet, alors je demandais à l'interlocuteur de quoi on parlait, et puis voilà, au bout d'un moment, c'est pareil, ça revient, c'est la mémoire immédiate qui a mis beaucoup de temps à revenir, mais les 3 mémoires de toute façon immédiates à moyen terme et long terme ont été touchées. Et on m'a souvent posé la question, mais qu'est-ce que tu as oublié? Et ça, c'est une question qui m'a beaucoup fait rire, parce que c'est impossible de répondre à cette question, étant donné que ce qu'on a oublié, on ne sait plus, et puis ce qu'on a retrouvé, on le sait maintenant. Donc voilà, ce qu'on a oublié, on l'a retrouvé, mais en s'en apercevant au fur et à mesure. C'est assez rigolo d'ailleurs. Ok, rigolo. Rigolo parce que des fois, tu te retrouves en face de personnes, tu ne les as pas forcément reconnues, et puis il va y avoir un élément qui va être dit et qui va te ramener à ta liaison avec ces personnes en face, et quelquefois ça peut créer des petites tensions assez rigolotes. Par exemple, il y avait une fille que j'avais vue après l'AVC, et je me rappelais plus d'elle, je me rappelais juste que je l'avais vue 1 ou 2 fois, mais sans plus. Puis elle m'a rappelé de façon très discrète qu'on était sortis ensemble lors d'une soirée, et puis je lui dis merci, écoute, là tu es en train de me rallumer des lumières, et finalement c'est un peu revenu. Je fais désolé, mais non, c'est pas grave, ça arrive, je te comprends. C'est pour ça que je dis que ça a un côté drôle, c'est parce qu'on se remet à avoir des choses en tête qu'on n'avait plus, et finalement même des choses qui ont pu nous amuser auparavant nous réamusent de façon peut-être même plus vive, puisque ça revient d'un coup. Ok, on va faire tout de suite une petite pause musicale, puisque tu as ta guitare avec toi. Tout à fait. Alors, tu te rappelles de cette chanson que tu avais avant ton AVC? Est-ce que tu as essayé de la reproduire? Est-ce que tu t'en souviens encore? Évidemment, Lionel, ça fait, tu sais, comme une fois que je te l'ai dit, là, en plus. Ok, vas-y, alors, je te laisse faire. Alors, mon père, il la chantait souvent avec un accent québécois, c'est pour ça que j'ai fait cet accent, là. Ça nous amusait beaucoup. On peut la chanter avec ou sans, on va faire les deux aujourd'hui, et on va commencer par donc cette chanson qui s'appelle Ça, je ne l'ai jamais vu, et c'est donc de Graham Allwright. Vas-y. Je rentre à la maison l'autre nuit, j'avais bu un peu de vin. Je vois un cheval dans l'écurie où je mettais le mien. Alors j'ai dit à ma petite femme, je voudrais bien savoir qu'est-ce que c'est que ce cheval-là à la place de mon bidet. Mon pauvre ami, tu ne bois pas clair, le vin t'a trop saoulé. Ce n'est rien qu'une vache à lait que ta mère m'a donnée. Dans la vie, j'ai eu pas mal de choses bizarres et saugrenues, mais une selle sur une vache à lait, ça je l'avais jamais vue. Une nuit plus tard, j'entre chez moi, j'avais bu un peu de vin. Je vois un chapeau accroché où j'accrochais le mien. Alors j'ai dit à ma petite femme, veux-tu bien m'expliquer, mais qu'est-ce que c'est que ce chapeau-là à la place de mon béret? Mam, pauvre ami, tu ne vois pas clair, le vent t'a trop saoulé. Ce n'est rien qu'une vieille casserole que ta mère m'a donnée. Dans la vie, j'ai eu pas mal de choses bizarres et saugrenues, mais une vieille casserole en feutre, ça je ne l'ai jamais vue. Une nuit plus tard, j'entre chez moi, j'avais bu un peu de vin. Je vois un futal accroché où j'accrochais le mien. Alors j'ai dit à ma petite femme, je voudrais bien savoir pourquoi ce pantalon est gris, le mien est toujours noir. Ma pauvre amie, tu ne vois pas clair, le vent t'a trop saoulé. Ce n'est rien qu'un vieux chiffon que grand-mère m'a donné. Dans la vie, j'ai pas mal de choses, mais ça c'est un mystère. Un chiffon avec 2 tuyaux et une fermeture éclair. Une nuit plus tard, j'entre chez moi, je suis resté baba. J'ai vu une tête sur l'oreiller qui ne me ressemblait pas. Alors j'ai dit à ma petite femme, veux-tu m'expliquer ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette tête-là? Je ne pense pas que c'est moi. Mon pauvre ami, tu ne vois pas clair, le vent t'a trop saoulé. Ce n'est rien qu'un vieux melon que grand-mère m'a donné. Des prix de concours agricoles, ça je peux dire que j'en ai eu. Mais une moustache sur un melon, ça je l'avais jamais vu.
Je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu. Wouhou. Merci. Écoute, c'est la foule en délire, mais Rasseyez-vous, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, arrêtez là ou là, je ne supporte pas ça, la vague, ça me fait bizarre. D'accord, mais en tout cas, bravo. Alors, il y a un truc qu'on voit tout de suite, c'est que tu es à l'aise pour jouer de la guitare et chanter en même temps. Beaucoup de gens prennent énormément de temps pour réaliser cet exploit. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Ça c'est revenu, on va dire relativement facilement. Je faisais une fixation après l'AVC sur le fait de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, parce que je n'y arrivais pas. J'étais monotâche, je pouvais faire une chose à la fois. Et pour te donner un exemple, une personne qui me parlait pendant que je faisais quelque chose, ça me coupait dans mon élan. Un ami, par exemple, on était dans sa cave, et puis j'avançais, il m'a fait remarquer qu'il y avait un trou devant moi avec de l'eau. Et le fait que j'avance vers ce trou, j'ai vu ce trou, et le fait qu'il m'interpelle en me disant « attention, il y a un trou avec de l'eau », et ben ça faisait deux choses en même temps, ce qui fait que, paf, mon pied est tombé pile poil dans le trou. Parce qu'il y a eu interférence. Et donc ça, c'est un peu insupportable à vivre, puisqu'au fait, on ne peut pas marcher et se gratter la tête en même temps, faire des choses qui nous semblent bêtes. Maintenant, on voit tout le monde avec un portable dans la rue marcher, écrire des choses. Ça, c'est absolument impossible. Après un AVC, on peut marcher et c'est tout, par exemple. D'accord. Donc, la fixation, réussir à faire plusieurs choses en même temps. Et donc, du coup, j'ai commencé par la musique. Parce que je faisais donc de la guitare et que je chantais en même temps, j'ai recommencé par ça. Et également, en même temps, je ne sais pas lequel des deux a pris le dessus, c'était la batterie qui était mon instrument donc de prédilection, pour lequel je n'arrivais pas spécialement à chanter en même temps que je jouais, parce que c'est assez compliqué, il y a une décoordination des membres, donc il y a 4 membres. Si en plus on rajoute la voix, là ça devient compliqué. Et il y a un morceau sur lequel je me suis acharné, c'est le morceau des Queen, We Will Rock You, parce que c'était la porte ouverte au fait de pouvoir chanter en même temps que de jouer de la batterie. Parce que le rythme de la batterie et le chant s'accompagnent et que le rythme est très simple. Vous voyez tous de quelle chanson il parle. Il me semble. Hein? Voilà. Body of a boy back, big nose begging. Ok? You've got it? Donc voilà, ça a recommencé par là. Et après, du coup, cette indépendance, je l'ai poussée en jouant un peu plus et en reprenant la guitare, en faisant des rythmes qui ne correspondaient pas au rythme de la voix. Et ça a été beaucoup de travail, mais finalement, c'est un plaisir après, puisqu'au fur et à mesure, on est très vite récompensé. Dès qu'on travaille un petit peu, on acquiert cette indépendance, comme à la batterie. Donc on est heureux. Oui, tu dis ça, tu sais qu'il y en a qui galèrent toujours, hein. Il faut galérer parce qu'après, quand on y arrive, on est content d'avoir galéré. Je suis très content que tu le dises. Alors, tu dis que ça t'a pris un peu de temps. Tu l'évalues à peu près à combien de temps? Alors, pour rejouer de la guitare en même temps que je chantais... Déjà, jouer de la guitare, ça met... Ou t'as fait tout de suite les deux en même temps? Comment t'as procédé? Guitare d'abord, guitare-voix ou voix, guitare, c'est quoi les étapes? C'était guitare d'abord, après ça a été la voix, parce qu'en plus la voix aussi il fallait la retravailler puisque je n'avais plus ma respiration ventrale comme auparavant, je l'avais perdue avec l'AVC, ce qui fait que pour chanter c'est un peu dommage puisque c'est ce qui fait ce qu'on appelle la soufflerie, c'est la respiration ventrale, ce qui fait qu'on peut vraiment... il va falloir que tout le monde n'est pas chanteur, il va falloir que tu décortiques un petit peu respiration ventrale parce que... Alors, la respiration ventrale, au fait, c'est la respiration qu'on prend en bas du ventre. Quand on respire, on peut gonfler notre ventre. Vous pouvez mettre la main sur votre ventre, essayez quand vous respirez, si vous repoussez votre main, c'est que vous respirez avec le ventre. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous respirez par le haut. Pour le chant, il faut la respiration ventrale, parce que c'est la respiration qui va permettre d'avoir la pression suffisante pour pouvoir permettre aux cordes vocales de vibrer ensuite. Donc si vous n'avez pas cette respiration, vous ne pouvez pas chanter. Ou alors, vous pouvez chanter un peu comme ça sur le souffle. Et malheureusement pour un chanteur, ça le fait pas beaucoup. Donc il faut retravailler ça. Ok, c'est déjà plus précis. Oui. Alors voilà, donc respiration ventrale. Oui. D'abord la guitare. Guitare.
La voix. La voix, je travaillais en parallèle, du coup, même en parlant d'ailleurs, hein, du coup, tu parles au boulanger, tu lui demandes une baguette, ta façon de parler, tu essaies de respirer avec le ventre, au fait, tu t'arrêtes jamais. Ok. Parce que c'est une indépendance et que Mais est-ce que donc pour la rééducation, tu as tout de suite utilisé cette respiration ou c'était venu naturellement? Tu as été très méticuleux sur la technique. Comment ça s'est passé? Alors ça n'est pas venu naturellement du tout. Mais j'ai pris conscience d'une chose, c'est que cette respiration m'empêchait de vomir. Alors, tu vas me dire, ah bon, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que pendant 1 an et demi, tous les matins après l'AVC, j'ai commencé ma journée par vomir de la bile et de la salive, parce que j'avais plus cette respiration ventrale. Et autant dire que si on commence comme ça, on est fatigué, et forcément pendant la journée, ça continue. Donc pendant les 1 an et demi, j'ai peut-être vomi plus de 1000 fois. Et à un moment, je me suis rendu compte que si j'arrivais à respirer avec le ventre, je ne vomissais pas. Je m'en suis rendu compte parce que pendant les moments où je dormais, à peu près, je ne vomissais pas. Et c'est les seuls moments où on m'avait dit auparavant que on avait une respiration ventrale automatique. Donc je me suis dit, si je ne vomis pas pendant que je suis à moitié en train de dormir, il y a sûrement un rapport avec cette respiration. J'ai fait le test. Et à des moments où j'avais envie de vomir, j'essayais de reprendre le dessus et de reprendre une respiration ventrale. Et quand j'y arrivais, je ne vomissais pas. Et c'est d'ailleurs le mécanisme qui fait que les femmes qui sont enceintes dans le premier trimestre vomissent également. C'est cette énergie qui me manque à la respiration ventrale. Ma femme, pendant les premiers trimestres, elle a beaucoup vomi. Et d'ailleurs, on a fait un concours pour le premier, c'était en 2014. Ouais. Parce qu'elle disait, c'est dur. Je disais, bon, attends. Arrête, on va faire un concours. Et puis après, on verra. Et le concours, il s'est arrêté au bout de 2 jours où je lui ai dit, bon, ça va là, j'ai vomi 5 fois ce matin, ça te suffit? Elle fait, bon, ça va, j'abandonne, t'as gagné. Je lui ai dit, respire avec le ventre, tu verras, ça arrête. Et effectivement, à chaque fois qu'elle arrivait à reprendre le dessus et à reprendre sa respiration ventrale en se calmant, parce que là, il faut être calme pour la respiration ventrale. Si on est stressé, on ne peut pas. Eh bien, dans ces cas-là, elle arrêtait et elle n'avait plus envie de vomir. Alors je rappelle à nos chers auditeurs et auditrices que ce que Antoine vient de décrire, c'est ce qu'on apprend aussi au conservatoire avec les profs de chant, c'est la respiration par le ventre. C'est une vraie technique pour le chant. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui t'a aidé aussi pour te reconstruire. Tout à fait. Technique. Et ça se travaille, ça c'est pas évident parce que c'est pas naturel au final de façon éveillée d'avoir cette respiration ventrale. Pour en avoir conscience, on peut donc mettre la main sur le ventre, essayer de pousser la main, mais on n'y arrive pas forcément, c'est pas facile. Il y a une façon dont on est sûr de reprendre une respiration ventrale, c'est si on souffle tout notre air jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on n'en puisse absolument plus, et que c'est le corps à ce moment-là qui reprend le souffle. On le fait pas consciemment, on souffle tout notre air, on n'en peut plus, il faut qu'on prenne de l'air. Donc là, le corps le fait, lui, naturellement, il reprend l'air avec la respiration ventrale. Sinon, vous pouvez également essayer de vous mettre à 4 pattes et de sentir votre ventre qui tombe vers le bas et en respirant, d'essayer d'avoir ce ventre qui tombe un petit peu plus. Voilà, il y a tout un tas de techniques et quand il y en a une qui arrive à vous parler, eh bien, vous arrivez à conscientiser et là, vous pouvez commencer à travailler la respiration ventrale. Moi, je vois déjà les chers auditeurs et auditrices se mettre à 4 pattes et en train d'essayer la chose. C'était pas le but, Lionel. Non, c'était pas le but. D'accord. Alors, c'est très bien que tu nous décrives tout ça. Et pour l'émission de la voix, du coup, une fois que tu as bien utilisé... Ah oui, je rappelle aussi que cette respiration, beaucoup l'utilisent aussi pour évacuer les moments de stress. Complètement. C'est en ça que c'est aussi intéressant. Et cette respiration a plein de vertus. Elle a plein de vertus. Elle sert à l'équilibre aussi. Elle sert donc à se sentir apaisé. Elle sert à s'endormir également, parce que si vous ne respirez pas avec le ventre, vous ne vous endormez pas au final. Si vous restez sur la respiration haute, bon courage. Et donc du coup, elle est très vertueuse effectivement. Et quand vous l'avez, vous pouvez prendre les choses avec un peu plus de recul également. Par exemple, imaginons, vous êtes dans la rue, il y a une personne qui vous bouscule et puis il y a une tension qui se crée, la personne n'est pas contente parce que vous êtes retourné, là elle vous insulte. Bon, première chose qu'on fait, on respire avec le haut et là on s'énerve et hop. Et au fait ça c'est une catastrophe parce que tout le monde fait ça. Alors que avec un peu de recul,
Moi, ça m'est arrivé, du coup, c'est pour ça que je vous en parle. Quand j'avais récupéré ma respiration ventrale, ça m'est arrivé des situations comme ça en réhabitant dans la ville. Il fallait bien que je m'habitue à des situations comme ça. Et en respirant avec le ventre, je pouvais regarder la personne et dire, juste une chose là, tu viens de me bousculer par exemple, tu t'es pas excusé, je me retourne parce qu'évidemment ça me fait pas plaisir, et maintenant tu m'insultes, c'est quoi le but ? C'est où tu veux en venir ? C'est toi qui es en tort, et juste le fait de pouvoir apaiser les choses comme ça, en respirant avec le ventre, ça vous permet de sortir tout de suite de la tension. Bravo. Merci. Oui, mais je le pense sincèrement. Alors, tu as encore cette guitare, tu ne l'as pas quittée. Est-ce que tu pourrais nous faire un autre petit morceau ? Alors, parce que, bien sûr, tu as repris la guitare, tu as repris le chant, mais tu as repris aussi la composition. Alors non, Lionel, non. Là je t'arrête tout de suite. Alors vas-y, dis-moi. Je n'ai pas repris la composition parce que je ne composais pas auparavant. D'accord. Et oui, attention, c'était le piège. Ah, ok, je suis tombé dedans. Oui, je l'ai glissé subrepticement. Merci. Ok, en plus il a beaucoup d'humour. Et pour la composition, est-ce que tu peux nous interpréter ? Je vais vous interpréter la première chanson que j'ai écrite. C'est une chanson que j'ai écrite pour ma petite nièce Margot, avec qui j'étais en vacances l'été après l'AVC, si je me rappelle bien. Et au fait, elle venait souvent me réveiller vers midi, elle venait plusieurs fois, et elle me disait « Tonton, tu dors encore ? Tout le monde est réveillé, là on va manger. Tonton, tu dors encore une fois, 2 fois ?» Et puis après, on discutait, elle disait « Tonton, il faudrait que tu te réveilles plus tôt. » Alors j'essayais, je faisais ce que je pouvais, mais c'était pas évident du coup. Fallait que le cerveau il se remette en marche, et il faut beaucoup de sommeil pour ça. Et puis après, Margot, elle me racontait sa vie. Et puis à un moment, Margot, elle me dit « Tu sais, j'en ai marre, tonton, je suis pas content parce que mon autre tonton, il m'appelle Margot Princesse Prout et ça m'amuse pas beaucoup. » Alors je dis « Bon c'est pas grave, on n'a qu'à, si tu veux, j'ai une guitare, je sais rejouer de la guitare, on n'a qu'à écrire une chanson qu'on appellera Margot Princesse Merveille. Ça te ferait plaisir ?» Et là, elle m'a dit « Oui, tonton », en se tortillant les cheveux. Alors elle m'a dit « C'est vrai, tonton ?» Je dis « Oui. » Et alors on y va. Et là, j'avais pas le choix parce que du coup, j'avais jamais composé, mais je lui ai dit qu'on allait composer une chanson pour elle. Donc j'ai repris la guitare et je suis allé automatiquement sur les accords que je faisais le plus, c'est-à-dire les accords de la première chanson que j'ai apprise, Do, Fa et Sol. Voilà, ça a donné plein de tubes en même temps. Ça a donné plein de tubes. Et puis après, j'ai trouvé une ligne mélodique. Je lui ai dit « Est-ce que ça te plaît ?» Elle m'a dit « Oui, tonton ». Et après, il a fallu écrire des paroles dessus. Alors pour les paroles, faut que ça soit le rythme qui tombe avec la guitare. Et puis je m'en suis aperçu très simplement en me remettant des chansons de Brassens ou autres en tête. Voilà, je voyais la corrélation entre la rythmique du chant et la rythmique de la guitare. Margot alors. Margot. Radio Ems. Radio Ems. Un jour que la belle Margot dévalait une pente si douce qu'un agneau y paissait, il vint à son oreille et lui tint ce propos: pourquoi es-tu si belle, ô princesse Margot? Margot, Margot était une princesse si belle. Margot, oh Margot, si belle qu'on en devenait beau. Margot, toute heureuse, lui grimpa sur le dos. Oui, elle était comme ça, la princesse Margot. Sitôt dessus l'agneau lui se mit au galop. Margot, cheveux au vent, criait yahi yaho. Margot, Margot était une princesse si belle. Margot, oh Margot, si belle qu'on en devenait beau. Un buisson géant se dressant devant eux, l'agneau ne fit qu'un bond et atteint vite les cieux. Quand il retouche à terre, aux surprises pour Margot, il s'était transformé en un cheval si beau. Oh Margot, Margot, Margot était une princesse si belle. Margot, oh Margot, si belle qu'on en devenait beau. Venez voir mes amis, ce spectacle si joli. Margot vient à cheval là-bas dans la prairie. Si elle vient au château, je ferai de mon mieux, criait le prince William tant il était heureux. Et Margot, Margot était une princesse si belle. Margot, oh Margot, si belle qu'on en devenait beau. Le
prince et Margot, tout heureux qu'ils étaient. Grand-père sur le cheval qui là les attendait. Tous les gens du château sortirent les acclamer. Dans le soleil couchant, ils partirent pour s'aimer. Margot, Margot, Margot était une princesse si belle. Margot, 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 si belle qu'on en devenait beau. Si belle qu'on en devenait beau. Si belle qu'on en devenait beau. Merci. Bon, elle a dû remercier tonton, je pense. Ah là, elle était très très contente après. Hein. Ça lui a fait très plaisir. D'accord. Elle a dit merci tonton. C'est pas le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Ah bah ça oui, un grand sourire, tortillement au niveau des cheveux et puis le merci tonton, moi ça m'a fait craquer. Bien sûr qu'on craque. Alors voilà, tu composes, tu joues de la guitare, tu chantes. Oui. D'accord. Alors on se dit tout est merveilleux, mais est-ce qu'il y a eu quand même des séquelles ou ça y est, tout est fini, tout va bien? Alors ça sera jamais fini parce qu'au fait quand on a un AVC, après le cerveau est touché et ça c'est à vie. Alors par contre, oui j'ai des séquelles, mais elles ne se voient pas. C'est ce que tout le monde me dit en tout cas. Moi je le vois parce que quand je regarde les gens, je regarde leur œil gauche, je vois pas le droit, j'ai perdu un quart du champ visuel, mais c'est pas gênant. Je vois le reste et c'est pas comme si j'avais un cache noir sur le quart. En fait, c'est homogénéisé. C'est-à-dire que je me rends pas compte que j'ai ce manque de vision. C'est juste que quand on me met quelque chose à ce niveau-là. Alors à ce niveau-là, c'est-à-dire parce qu'il faut qu'on décrive pour nos éditeurs. Au niveau où je mets ma main, c'est-à-dire devant mon œil gauche, là je vois pas ma main. Je peux pas la voir. C'est pas l'œil qui est atteint, mais c'est le cerveau, la partie du cerveau qui traite. Le message des yeux qui vient de ce côté-là, le cerveau, cette partie a été détruite, donc je vois pas un quart du champ visuel. D'accord. Et la mémoire, tu te souviens des morceaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête maintenant au niveau de la mémoire ou tout est comme avant? Alors, je pense pas que ce soit comme avant. On m'a parlé, je me dis que c'est pas comme avant puisqu'on m'a dit ce que je faisais avant. Et je travaille beaucoup en fait. Je me remémore beaucoup les sons dans la tête. Pour travailler une chanson, je passe en mémoire auditive. Si j'ai un papier devant moi, par exemple, ça va être plus gênant qu'autre chose. Et donc, je passe mon temps à écouter au casque tout ce qu'il faut que je retienne. Et si je le retiens pas, après, j'essaie de le répéter dans la tête, j'essaie de comprendre ce qui va pas, je reviens dessus. Donc, en fait, je passe mon temps à travailler, mais j'aime beaucoup faire ça. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus touché? C'est la mémoire immédiate? C'est la mémoire... Ah oui, mémoire immédiate, mémoire moyen terme, mémoire long terme aussi, toutes les mémoires. Et la mémoire immédiate, au début, c'était un calvaire pour mes proches, parce que on me disait une chose, et puis directement après, je m'en rappelais plus. Et les premiers exercices chez l'orthophoniste, par exemple, c'était qu'elle me racontait une histoire où elle me disait une phrase et puis elle me demandait de répéter. Et puis j'étais incapable de le faire au début. Où elle me faisait lire 2-3 lignes et elle me disait ça parle de quoi? Et je regardais, elle me disait non, sans regarder. Je disais sans regarder, je peux pas vous dire, c'est écrit. J'avais pas encore la voix qui revenait bien en tête, donc j'avais pas de repère. Donc on me répétait les choses 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai dit je t'ai demandé si tu voulais du pain. D'accord. Et non, tu m'as demandé un truc, mais je sais plus ce que tu m'as demandé. C'était quoi? Je t'ai demandé si tu voulais du pain. D'accord. Et excuse-moi, là, je suis désolé, mais je viens de voir tu m'as posé une question, non? Oui, je t'ai demandé si tu voulais du pain. Alors là, tu réponds à la question, dis je veux bien. Comme ça, tu trouves un moyen de sortir du truc. Et puis après, tu passes à autre chose. Mais voilà, c'est que des choses comme ça. Pendant peut-être 6 mois, ma mère m'a demandé quelle année on était. Et j'étais incapable de lui dire la bonne année. Je lui revenais toujours à 2009, la date où m'est arrivé mon AVC, que ça arrivait en fin 2009. Elle me disait, non, là, on est en 2010 et il va falloir que tu y arrives parce que si tu n'arrives pas l'année, le mois, ça va être... Bon, enfin voilà, faut que tu y arrives. Et puis, on y arrive.
On y arrive. Et dans ta vie actuelle, est-ce que ça te gêne? T'as encore des gênes à ce niveau-là ou pareil, tu peux tout pallier? Non, Parce qu'effectivement, quand on te voit, puisque on se connaît, quand on te voit pour la première fois, on te voit évoluer, on te voit parler, mais on se dit bah tout va bien, c'est jeune homme parce que bah déjà en plus tu parais jeune et tu es jeune. Ben, c'est vrai que je suis tout à fait jeune, j'ai 46 ans. Bah oui, tu es jeune. Et j'ai une bonne crème, donc du coup j'en fais 24. C'est ça. Ma femme m'a interdit de me raser, elle m'a dit arrête, tu te rases pas, c'est interdit, tu t'es rasé une fois, j'ai eu l'impression de sortir avec un lycéen, t'arrêtes. Et ça c'est vrai. Ça c'est pas Et ça c'est vrai, ouais. Donc du coup j'ai laissé la barbe, ça tombe bien. Hein. Bah oui. Comme ça je fais sexe symbole, n'est-ce pas? C'est ce que j'allais dire. Ah. Je te retire les mots de la bouche. C'est ça. Dans ces cas-là, est-ce que tu vois une relation? Parce que je veux pas non plus essayer de te faire dire que c'est grâce à la musique, etc. Mais est-ce que tu vois quelque chose qui a pu t'aider par ce biais-là, donc la musique, à être la personne qui est dans l'état que tu vois maintenant? Complètement, puisque c'est par la musique que ma mémoire m'est revenue. C'est assez étrange à dire. J'ai pas de mémoire visuelle du tout. Si on me dit chien, chat, peu importe, j'ai pas d'image en tête. Donc la mémoire, fallait bien qu'elle arrive par quelque part. Et elle est revenue par des chansons, notamment des fois où je me posais des questions. Il y avait une chanson qui me revenait en tête. Il y a une chanson qui m'est beaucoup revenue en tête à des moments où je me posais des questions par rapport à ce qui m'est arrivé, pourquoi, comment j'avais été sauvé. Beaucoup de personnes me disaient que j'étais un miraculé. À ce moment-là, je me disais, bah, moi, on arrête de me dire ça parce que je suis pas croyant, donc on arrête. Je suis pas miraculé, c'est juste qu'on m'a pris à temps et puis au moment où j'ai commencé à habiter seul et avoir un peu d'énergie et à me reposer les questions, pourquoi il m'appelait comme ça? Il m'est arrivé un AVC, alors tétraventriculaire, c'est-à-dire que toutes les parties du cerveau étaient remplies de sang. On m'a dit que j'étais à Glasgow 4, c'est un score de conscience qui est au plus bas, en dessous duquel limite on prend pas la personne en charge puisque ça sert à rien. Puis j'étais marbré, c'est-à-dire qu'on voyait tout mon réseau veineux parce qu'on m'avait fait 3 fois les électrochocs pour me ramener le cœur qui s'était arrêté 3 fois dans le SAMU. Donc en fait personne, sauf il y a une personne quand je suis arrivé à l'hôpital Lariboisière qui a cru que je pouvais m'en sortir, et ben c'est la personne qui m'a embolisé. Parce que tous les autres ils ont dit non, là l'état dans lequel il est, il a dit il a 30 ans, on y va. Il a réussi. Alors après la chanson, on revient à la chanson. Bah oui. Parce que j'étais encore en train de partir ailleurs. Au moment où je me posais cette question, souvent qu'est-ce qui m'est arrivé, qui m'a sauvé, comment. Et j'ai entendu une chanson un petit peu transformée. Je trouvais ça drôle d'ailleurs après. C'est la chanson de Cabrel de Petite Marie. Il y a le refrain à un moment qui dit « Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras ». Attends, je suis passé sur autre chose là. Non, c'est pas grave. Prends ton temps, je suis passé sur autre chose. Ça, c'était au moment du pardon. Ça, c'est un moment qui a été extraordinaire aussi dans ma vie et qui m'a libéré d'une force extraordinaire. Ça, grâce à la musique encore. Bon, je vous le donne en cadeau. Hein. « Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras ». Ce sont les paroles. Les paroles qui me sont revenues en tête, c'est « Il faudra que tu pardonnes et tu pardonneras ». Mettez-vous ça en tête, pardonnez à tout le monde et vous serez beaucoup plus heureux. Pour le coup, je reviens par rapport à Dieu. Je ne comprenais pas la relation entre ce qui m'était arrivé et Dieu. Et puis, à un moment, je me disais, c'est vrai que ça a été chaud. Et là, j'ai commencé à entendre la même phrase jusqu'à ce que je le comprenne, c'est « Dieu est amour ». Alors, je dis pas que c'est une vérité pour tout le monde. Mais je dis en tout cas que là, en entendant ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je sais pas, des centaines de fois. Ce qui t'a aidé. J'ai fini par le comprendre et par l'admettre et de me dire que c'était ma vérité. Et à partir de là aussi, me reconstruire également par rapport à cette vérité-là en me disant, finalement, si je fais les choses par amour, c'est bien. Et si c'est pas le cas, c'est là que je me plante. D'accord. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs et auditrices, nous ne faisons pas de prosélytisme, bien sûr. Chaque invité ont leur expérience. Nous avons Antoine qui nous livre son expérience. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, de croire à ce que vous voulez.
Vous prenez son expérience telle qu'elle. Je vois un magnifique jeune homme de 46 ans avec moi. Et je suis très content déjà qu'il soit là. Je suis très fier qu'il ait bien voulu venir. Et voilà. Donc, alors, effectivement, c'est ma vérité, mais c'est pas la vérité pour tout le monde. Ce n'est pas celle de mon père, pas celle de certaines personnes que je connais. Mais voilà, c'est ma vérité. On a chacun la sienne. Il faut pas essayer de se rapprocher d'une autre personne pour sa vérité. On l'a soi-même en soi, donc faut pas se poser la question. Elle est en nous. Très bien. Alors, bien dit. Mais est-ce que tu peux du coup nous parler de tes projets musicaux, puisque tu en as aussi? Et ah oui, avant, je voulais rappeler que maintenant tu es heureux, tu as une vie de famille, parce que c'est important qu'on le sache aussi. C'est ça, heureux. Voilà. Je suis maintenant marié et j'ai 3 enfants. Voilà. Et alors ça aussi, ça aide, hein, mine de rien, avoir des enfants. Le premier enfant qui arrive, là, il y a plus de questions à se poser. On peut plus se permettre de rester 10 minutes à se dire, tiens, ça, je devais le faire, qu'est-ce que j'ai, ou non. Il faut y aller. Donc, quand le choix, il se pose pas, eh bien, on s'active. Et le fait de s'activer, ça fait beaucoup de bien aussi. D'accord. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tu avais fait aussi, par rapport à ta femme, il me semble, une petite chanson. Ah oui, la chanson, c'est la première chanson que j'ai enregistrée, grâce à des amis d'ailleurs, qui m'ont tous aidé. Les amis de la musique, il n'y en a pas un seul qui m'a lâché. Ils ont tous été présents après l'AVC. Ils ont tous fait en sorte que je puisse revenir vers la musique. Ils se sont déplacés jusqu'à chez mes parents qui habitent à 40 km au sud de Paris. Ils sont tous déplacés en habitant Paris pour venir avec des instruments, pour me remettre dans le bain. Et il n'y en a pas un qui m'a lâché. Quand je suis revenu sur Paris, ils étaient là pour m'entourer, pour que je prenne le métro, pour me réapprendre des choses simples, mais qui au fait ne sont plus simples quand on a eu un AVC. Donc tous ont été présents. Et je les remercie grandement parce que ça m'a aidé et ça m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et ils ont également accepté d'enregistrer des instruments pour cette chanson qui s'appelle la chanson Une balade en ville, qui est la première chanson que j'ai enregistrée. Le bassiste, c'est le bassiste avec qui je jouais avant l'AVC, qui s'appelle Iban Julien. Le pianiste, c'est également un ami avec qui je jouais auparavant, qui s'appelle également Julien. Alors c'est son nom. Par contre, je crois que je suis en train de confondre un peu les noms. En tout cas, les prénoms. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Mais bon, voilà, il y a le guitariste, pareil. Tous m'ont permis d'enregistrer ça, et moi je me suis mis à la voix et à la guitare pour faire donc Une balade en ville. C'est celle que tu veux que je te joue, c'est ça? Allez. Sachant que pour la chanson qui est donc en ligne, elle est avec des chœurs, comme on dit déjà, harmonisés, c'est ça. Ok. C'est pas grave, on a même sans harmonisation, je suis sûr que ça va le faire. Une balade en ville pour prendre un peu le soleil et l'esprit tranquille d'un homme comblé de merveilles, les sourires des filles s'écoulent en lui comme le miel à Paris. Le soir, si tu rencontres un ange, le ciel te fera voir à quel point la vie peut être belle, unie à lui. Un peu fou ce ser immortel, tes différences à coup sûr le rendront fidèle. Ta da 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 da, ta da 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 da, juste au bord de l'eau. Une jolie fille lui fait dos, elle lui dit eh oh, monte donc avec moi là-haut, pour qui me prends-tu? Serpons cette belle inconnue pour une fille troublante. Si tu montes avec moi, je te chante à Paris le soir. Si tu rencontres un ange, le ciel te fera voir à quel
quel point la vie peut être belle, unie à lui, à coup de cerises immortelles. Tes différences, à coup sûr le rendront fidèle. Da 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 da. Da 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 da. Je ne sais pas ton nom. Laisse-moi t'appeler mon amour, je perds la raison. Reste donc avec moi toujours, j'aime ta belle toison. Et ta peau noire de velours à Paris. Le soir, si tu rencontres un ange, le ciel te fera voir à quel point la vie peut être belle, unie à lui. À vous deux serez immortels. Tes différences, à coup sûr le rendront fidèle. Da 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 da. Da 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 da. D'un geste assuré, elle prend son panier d'osier, y cueille une olive. Qu'elle tente à l'ange dont les yeux brillent, mange-la et nomme-moi. Et l'ange ne comprenant pas, elle lui susurra. Oui, mon prénom c'est Olivia. À Paris, le soir, si tu rencontres un ange, le ciel te fera voir à quel point la vie peut être belle, unie à lui. À vous deux serez immortels. Tes différences, à coup sûr le rendront fidèle. Ok, bravo. Merci, pas évident, je l'avais pas révisé celle-ci par exemple. Mais c'est très bien. Alors pour conclure, je vais faire un petit point utilisation de la musique. Depuis peu de temps, on utilise la musicothérapie, par exemple pour l'Alzheimer. D'après un neurochirurgien que je connais, je cite, nous utilisons de moins en moins les solutions médicamenteuses et de plus en plus la musique. On voit cette discipline utilisée, donc la musique, pour des prématurés, pour des personnes atteintes de boulimie, d'anorexie, etc. On peut se demander si finalement cette matière que l'on arrête en 3e, en fin d'année de collège, est-ce que on doit tout le temps la considérer comme un loisir? Un élément de réflexion, tout à fait innocent ou pas, à vous de juger. Je connais des sociétés où il n'y a pas de banquiers, de traders, d'assureurs, mais je ne connais pas de société où il n'y a pas de musique. Est-ce que c'est donc un loisir? Méditons. Nous avons même un ancien ministre de l'Éducation qui nous fait la promotion de l'IA, au détriment d'un vrai travail de composition ou de travail musical, qui a de vraies conséquences, on a pu le voir, le travail de la musique, sur notre cerveau, nos neurones. À nous de nous demander ce qu'il y a de plus important. La musique dans la société, la zik dans la sauce. Il n'y a que ça de vrai. Donc voici pour ma conclusion. Merci Franck à la technique. Merci chers auditeurs, auditrices de nous avoir écoutés. Alors que la musique soit avec vous.